un point, parce qu'on parle beaucoup des négociations, de la diplomatie. Sur le terrain, on l'a encore vu hier avec ces images de cendres après une nuit d'attaques massives, notamment sur Kiev. Où en est-on sur place? Est-ce que le fait d'engager des négociations, de la diplomatie, ça ralentit ces attaques ou alors pas du tout? Non, pas du tout, malheureusement. C'est totalement déconnecté et c'est fort malheureux. La pression russe reste extrêmement forte et la résistance ukrainienne, en deux mots, reste héroïque. Donc, il y a peu d'avancées majeures, mais il y a des vrais points d'interrogation, des vrais points de... est-ce que les Ukrainiens, notamment à Pokrovsk, vont tenir? Il y a une sorte de tenaille là, qui est sur le point peut-être de se refermer. Il n'y a plus que 5-6 kilomètres avant que cette tenaille se referme de Pokrovsk. On en parlait depuis des semaines en disant ça risque de tomber. Pour l'instant, ça tient de manière assez héroïque. Donc, vigilance partout, mais résistance tout de même. Je suis en train, en même temps, de me renseigner parce qu'on est en train de me glisser une des réactions du Kremlin. En ce moment, on vit l'actualité heure par heure, j'allais dire, dans cette tentative de règlement du conflit. Le Kremlin juge inutiles les efforts des Européens pour jouer un rôle dans le règlement du conflit. Voilà la dernière déclaration. Magali. Ah bah oui, sans surprise. Hein. Évidemment que les Russes ont tout intérêt à évacuer les Européens et de leur laisser aucune place dans la négociation. Et c'est bien tout le jeu diplomatique depuis notamment ce week-end où on voit que les Européens essayent de se réinviter à la table. Et on l'a vu encore hier à Paris lorsque Emmanuel Macron a organisé cette réunion avec la coalition des pays volontaires pour donner des garanties de sécurité à l'Ukraine. Évidemment que ce n'est pas du tout l'intérêt des Russes qui voudraient, leur scénario idéal, c'était que le plan qu'ils avaient murmuré à l'oreille des Américains, reste tel quel. Or là, ce qu'on voit, c'est un plan qui est quand même, ça y est, en train d'être amendé, détricoté. Donc c'est beaucoup moins à leur avantage. Les Russes disent en gros, les Européens, restez de chez vous dans votre coin. Et ils attendent avec impatience, en revanche, les Américains, notamment Steve Witkoff, qui doit se rendre sur place. Cet émissaire américain, quand même, qui a un rôle, on le découvre petit à petit avec des informations dévoilées notamment par nos confrères de Bloomberg, des conversations téléphoniques, qui a un rôle très important là. Alors, Witkoff, en effet, le copain de golf, en fait, hein, de Donald Trump, agent immobilier, en effet, ira à Moscou la semaine prochaine. Et là, Bloomberg sort donc un scoop, c'est-à-dire des conversations téléphoniques qui montrent le degré, finalement, de complicité entre Witkoff et les Russes, où l'on comprend que, en fait, les Russes viennent prendre des conseils sur la façon de manœuvrer avec Donald Trump. Witkoff explique à Outchakov, qui est là, le conseiller diplomatique du Kremlin, que oui, ce serait bien que Trump et Poutine se parlent, mais alors que surtout Poutine félicite bien Donald Trump pour son plan de paix à Gaza. On comprend que la flatterie et quand même fait partie du logiciel de la négociation. Ces conversations, elles font quand même du mal à Witkoff parce qu'elles montrent qu'en effet, c'est absolument pas un diplomate qui ne prend aucune précaution et que décidément, il se fait susurrer à l'oreille la façon dont il faudrait pousser finalement les intérêts du Kremlin. Le dernier mot sur ce sujet, ce sera Dominique Seux. Juste, je suis devant ma télévision, hop, je change de place et je me dis, bah oui, finalement, qu'on puisse discuter entre Américains et Russes. Qu'est-ce qu'il y a d'étonnant ou de sulfureux dans ces révélations-là, Dominique? Eh bien, que les masques tombent. C'est-à-dire que non seulement Donald Trump a essayé de détourner cette nuit l'accusation qui a été faite en disant « Mais non, mais c'est le procédé diplomatique, tout le monde se parle ». Non, ça n'est pas ça. C'est le proche du conseiller, du président américain qui a reçu d'abord une proposition de plan de paix par les Russes. Ils l'ont fait traduire. Et bien en fait, il a expliqué comment à Poutine comment le vendre. Donc on est complicité, connivence, on est vraiment dans un autre monde. Alors en même temps, les Européens, c'est pas très nouveau. C'est-à-dire qu'on le sait depuis un certain temps. Mais là, vous savez, c'est une chose de dire les choses, de les subodorer, de les supposer et d'en avoir la preuve audio et écrite. Et là, nous avons cette nuit une preuve écrite. Merci beaucoup, Magali Barthès. Merci beaucoup, Général Dutartre. Est-ce que vous voulez rester quand on va parler d'espions ?
Pas général. Oui, je veux dire un mot sur les espions. Vous allez dire un mot, très bien. Il s'y connaît. Il s'y connaît. Et on accueille justement Marie Belot du service police-justice de TF1 LCI. Bonjour Marie. Bonjour. Quand j'ai lu cette histoire, c'était hier soir, c'est le Parisien aujourd'hui en France, votre journal Marion, qui révèle cette affaire d'espionnage, d'ingérence au profit des Russes. Au début, on parlait de 3 personnes, puis de 4 personnes. Ce sont 2 affaires, en fait, si je comprends bien, qui s'entremêlent. Question: la France est-elle un nid d'espions russes? D'abord, dites-nous de quoi il s'agit et quels sont ces personnages qui sont mis en cause, Marie? Ce que je peux vous dire, c'est ce que nous communique le parquet de Paris pour l'instant, ce sont les informations consolidées dont on dispose. Il y a effectivement 4 personnes qui ont été mises en examen et 3 qui dorment en prison à l'heure où je vous parle. Parmi ces 4 personnes, il y a notamment un Russe de 40 ans. Cette personne, elle a été vue sur des images de vidéosurveillance en train de coller début septembre des affiches à la gloire de la Russie. C'est elle, cette dame? Non, c'est le monsieur juste à côté. C'est un monsieur de 40 ans, voilà, qui a été vu en train de coller des affiches sur l'Arc de Triomphe. Sur l'Arc de Triomphe. Cet homme, il aurait ensuite appelé une femme, cette fois c'est la femme que l'on voit sur les images, c'est une franco-russe de 40 ans, il l'aurait appelé pour lui rendre compte de ce qu'il avait fait. Et cette femme, elle est soupçonnée d'avoir approché des cadres d'entreprises françaises pour obtenir des renseignements économiques. Cette femme, on sait d'elle qu'elle s'appelle Anna N, elle est née en Sibérie, elle est la fondatrice d'une association qui s'appelle SOS Donbass, et cette association, elle a attiré la DGSI. Pourquoi je les cite? Eh bien parce que les renseignements ont détecté des agissements susceptibles de porter atteinte aux intérêts de la nation. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien que cette association, ce serait une couverture pour mener discrètement des activités d'espionnage. Donc voilà ce que l'on sait sur les 2 principaux suspects. Il y a également 2 Français qui ont été mis en examen, mais là le parquet de Paris ne nous donne pas encore beaucoup d'informations sur leur rôle dans cette affaire. Eh bien, on y voit très clair. Merci beaucoup Marie Belot du service police-justice de TF1 LCI. Bon, on parle d'espions, on parle de renseignements. Bonjour Sergueï Girnov. Vous êtes ancien officier du KGB, spécialiste en renseignement. Vous connaissez bien sur le plateau de LCI. Quand vous avez lu cette information révélée dans la presse par Le Parisien aujourd'hui en France, est-ce que, comme moi, vous vous êtes étonné? Alors vous, au contraire, qui êtes un spécialiste, un habitué, vous vous êtes dit: ah là, aucune surprise, ça ne m'étonne guère. C'est la deuxième version, parce que déjà, vous savez, cette affaire n'est pas nouvelle. En fait, elle a été révélée. Le début de cette affaire a été révélé au mois de mars 2025. Mais bien évidemment, ce sont surtout les experts en renseignement qui l'ont suivi. Mais là, c'est la suite judiciaire en fait de cette affaire, c'est-à-dire les personnes ont été incarcérées. Il y a un juge d'instruction qui a été nommé, qui leur a présenté des accusations. Et donc, sur les 4 personnes suspectées, il y a déjà 3 qui dorment en prison, comme vous l'avez dit. Donc, cette affaire, par rapport à ça, c'est déjà pour cette affaire, rien n'est détonnant, ni d'ailleurs sur l'approche des Russes, sur les espions qui sont en France. Vous avez dit la France, nid d'espions. Oui, depuis toujours, depuis beaucoup d'années. La France était un nid d'espions parce que la France était, dans les années 60, le siège de l'OTAN, avant que ce siège ne soit transféré à Bruxelles. La France est toujours le siège de l'OCDE, le siège de l'UNESCO. La France, c'est un membre permanent du Conseil de sécurité. Donc en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent en France. Et bien évidemment, les Russes sont très actifs sur le sol français. Mais depuis la guerre en Ukraine, en réalité, même depuis 2018, l'affaire Skripal, il y a les espions russes, entre guillemets, légaux, les officiels, ceux qui utilisent comme couverture l'ambassade, le consulat et d'autres représentations officielles, ont été expulsés de France. Et donc, du coup, la Russie, le service d'espionnage, change de fusil d'épaule, pour prendre d'autres façons de faire de l'espionnage. Et donc, ce sont ces espions un peu bas de gamme, hein, parce que ce ne sont pas les espions comme moi, hein, ce ne sont pas les professionnels d'espionnage. Sergueï, vous étiez l'espion haut de gamme, si je comprends. Juste, vous parliez des années 60, effectivement, où depuis les années 60, il n'y a pas de surprise, il y a toujours eu ces espions russes. Est-ce qu'il y a une recrudescence aujourd'hui, selon vous, depuis ces derniers mois, vu la situation et le contexte international et après l'invasion russe en Ukraine?
Absolument. En fait, il y a deux choses. Poutine, déjà, a multiplié par 2 le nombre d'espions en général depuis son arrivée au pouvoir et surtout depuis les années 2010. Ça, c'est quelque chose qui est très facile à prouver parce que vous prenez la carte Google Maps et vous regardez le siège du service d'espionnage, le SVR, à Yasenevo. Il a doublé le nombre de bâtiments qui se trouvent. C'est là où j'ai travaillé, donc je peux témoigner qu'à mon époque, il y avait 3 bâtiments. Maintenant, il y en a 6. Donc, Poutine a doublé déjà le nombre d'espions avant toutes les affaires. Et depuis la guerre en Ukraine, les Russes sont de plus en plus actifs et changent souvent des façons de pratiquer l'espionnage. Maintenant, c'est l'espionnage, c'est ce qu'on appelle en fait les agents jetables. Ça veut dire ils prennent des gens qui ne sont pas forcément des professionnels du renseignement, mais qui peuvent servir à faire des opérations dans la guerre hybride. On l'a vu avec les cercueils déposés au pied de la Tour Eiffel pendant les Jeux Olympiques. On a vu avec ce cuistot absolument extraordinaire qui a fait sa formation en France, qui a fondé son site internet et puis qui est venu aussi, excusez-moi, foutre le bordel avant les Jeux Olympiques. Il a été arrêté parce qu'il a trop bu, heureusement pour nous et malheureusement pour lui, en Bulgarie et en Turquie. Et donc, il y a les services de renseignement, d'abord turcs et bulgares, qui sont intéressés à lui. Et puis, les Français l'ont arrêté. Et ainsi de suite. Il y avait aussi le Russe qui a été arrêté à l'aéroport de Roissy, Sergueï, qui commençait à préparer je vous coupe juste 2 secondes dans la liste effectivement assez impressionnante que vous faites. Restez juste quelques secondes avec nous. Le général Dutartre, qui est en plateau, voulait rester sur ce sujet, cette thématique des espionnages. Vous n'êtes pas espion, vous, général, rassurez-nous là. Vous n'allez pas nous le dire en même temps, remarquez. Pas officiellement. Ah, pas officiellement. Qu'est-ce que ça... Une bonne couverture. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que ça vous inspire quand vous avez lu aussi cette histoire d'espionnage? J'imagine pas surpris non plus. Non, mais d'abord, je cautionne totalement ce que dit Sergueï et qu'il y a des vrais espions, sans parler forcément d'espions de guerre. Mais moi, l'histoire des 2 colleurs d'affiches, je ne sais pas ce que vous en pensez, Sergueï, mais moi, ça me fait penser à des espions en chocolat quand même. C'est un peu, ou des pieds nickelés. C'est quand même du tout venant. Enfin, je veux dire, ça n'a pas beaucoup de sens et ça n'a pas beaucoup de risques. Par contre, tout ce qui est désinformation, tout ce que Sergueï tout ce dont Sergueï a évoqué auparavant, là, c'est tout à fait juste. Et il faut être extrêmement vigilant, notamment sur la désinformation. Question de Dominique Seux en plateau. À vous, Sergueï Girnov. Oui, d'abord je voudrais recommander la lecture de son livre qu'il avait publié, L'ombre des légendes, qui était un livre tout à fait remarquable de compte-rendu d'affaires d'espionnage qui avaient touché notamment la France, mais d'autres pays. Ma question c'est, on se souvient, alors ça remonte à longtemps, en 1984, il y avait eu 50 espions, 47 précisément, soviétiques expulsés de France. Quel est aujourd'hui le parallèle que vous pouvez faire entre les années 80 et aujourd'hui? Ça n'est pas le même pays, Union soviétique, Russie, mais est-ce que ce sont les mêmes méthodes? Et vous avez 40 secondes, Sergueï. C'est oui, c'est franchement oui, parce qu'à l'époque c'était la guerre froide et donc il y avait 2 camps socialistes et communistes. Ça a changé, mais en réalité les méthodes d'espionnage n'ont pas changé et elles ont même évolué. Et juste une petite seconde pour réagir à la remarque du général Dutartre, il faut se méfier aussi de ces espions en chocolat ou en herbe, parce que ça fait peut-être rigoler, mais il y a des Français qui sont sincèrement intéressés par la Russie et qui tombent dans le piège de Poutine. Merci beaucoup, Sergueï Girnov, et vous avez respecté le temps imparti. Excellent. Merci à vous. Merci, Général